Chers camarades, vice-présidents, secrétaires généraux adjoints, secrétaires techniques, membres de mon cabinet, mesdames et messieurs les membres des médias, merci d'être venus. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on va se débrouiller parce que je suis fatigué. Mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. Mais je voudrais vous dire toute notre joie de vous retrouver à cet espace d'échange qui, on ne le dira pas assez, commence à prendre toute sa place dans l'espace politique ivoirien, au point où, lorsque nous ne respectons pas nos rendez-vous, nous sommes interpellés. Donc, c'est tout. Nous nous en félicitons et en même temps, nous mesurons le poids de la responsabilité. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir fait un large écho de la fête de la Renaissance. Je parle des médias. Cette fête a résonné au-delà de toutes les frontières ivoiriennes. Et je pense que les autorités, notamment le président même du parti, certainement vous adressera soit lui-même, soit par quelqu'un interposé, notamment le président exécutif, le secrétaire général, d'un note de remerciement pour votre contribution estimable au succès de cette fête. Aujourd'hui, nous étions dans l'église, on est dans l'octave pascale, mais nous, dans la Renaissance, nous continuons la fête de la Renaissance, nous sommes dans le prolongement de la fête de la Renaissance. Et la tribune d'aujourd'hui se tient dans ce cadre-là. Et comme nous l'avons dit, elle va s'articuler autour de 3 points, mais il y a 2 points qui sont véritablement traités. Le 3e point sera effleuré parce qu'il est tellement important que nous avons décidé d'en faire un élément spécial. Il s'agit du bilan du dialogue politique, mais nous allons en parler. Nous allons en parler de façon, mais elle ne sera pas aussi approfondie parce que c'est une question qui nous tient à cœur. Nous allons revenir là-dessus. Ceci dit, je voudrais vraiment, au nom du président du parti, vous dire merci. Merci. Et dire que, avant d'aborder les 3 sujets, il y a une question essentielle. Le pouvoir continue de se battre et de tout faire pour nous enlever les acquis de notre lutte démocratique. Et il se sert de tous les instruments qui sont à sa disposition. Et le dernier instrument qui commence à, pour dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas qu'on se les cache, qui commence à nous agacer, c'est l'ANP, l'Agence nationale de la presse, qui est une agence de régulation. Sa propension excessive à condamner nos journaux, les journaux en tout cas qui sont proches de nous, pour nous s'assimile à des actes d'intimidation. La dernière sanction, c'est celle qui frappe le groupe, le journal Le Temps et son directeur de publication, Badé Yacouba. Nous sommes quand même un peu surpris même que les journaux, du mutisme que les médias observent autour de cette question, qui est pourtant essentielle. Au PPACI, lorsque il y a des dérives des journaux qui sont proches de nous, nous leur disons. Nous leur disons ça. Régulièrement, nous interpellons nos journaux, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste. Mais lorsqu'il n'y a pas de dérives objectives et qu'on décide de sanctionner, cela relève de la persécution de la presse. On ne peut pas accepter ça. Dans un pays qui se bat pour la démocratie, ce n'est pas acceptable. Nous avons lu et relu tous les textes pour lesquels les journalistes ont été convoqués et entendus et sanctionnés. Nous ne voyons rien du tout
qui soit illégal, qui soit attentatoire à l'intégrité de Madame la juge et qui soit même qui ait une nature d'insulte. On reproche à un journal d'avoir mis sur son journal la photo d'une juge. Mais depuis quand les juges travaillent dans la clandestinité dans ce pays? Surtout que Madame la juge elle-même, sur sa convocation, il y a son nom. Elle a révélé son nom et les médias en ont fait écho, les réseaux sociaux. Donc, depuis quand la publication de la photo d'une journaliste, d'un magistrat, peut faire l'objet peut faire donner lieu à une condamnation. Nous respectons les juges parce que nous savons que leur boulot n'est pas facile. Mais ce cours-là, nous n'acceptons pas ça. Surtout que l'ANP reconnaît avoir été actionné par le gouvernement, notamment par le garde des Sceaux. Si chacun doit interpréter les écrits de sa façon et se saisir du pouvoir dont il dispose pour pouvoir sanctionner les journalistes, ben aucun journaliste ne peut écrire. Parce que chaque matin, moi je peux chaque matin aller me battre contre un journal parce qu'il aura écrit des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Non, cet article n'avait rien de diffamatoire, il n'avait rien d'irrégulier, il n'avait rien d'illégal. C'est une sanction abusive et nous interpellons sincèrement les autorités de régulation de la presse à jouer pleinement leur mission, mais de façon souveraine. De façon souveraine. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Oui, c'est vrai, on ne peut pas accepter les excès des journaux, des journalistes, mais quand il n'y a pas d'excès, ces genres de condamnation relèvent tout simplement des tentatives d'intimidation. Surtout qu'en la matière, l'article n'a même pas révélé, n'a même pas parlé de l'affaire. C'est vrai qu'en instruction, quand une affaire en instruction, elle est frappée du sceau du secret, mais l'article n'en a même pas parlé. Mais le sceau du secret, c'est pour l'affaire, c'est pas pour le journal, le juge qui instruit l'affaire. Sinon, il n'aurait pas besoin de mettre son nom là-dessus, sur la convocation. C'est de l'abus, ça. C'est de l'abus. On ne peut pas sanctionner un journaliste 3 mois, le suspendre, 3 mois, pour ça. Donc, le PPAC apporte tout son soutien au journal, aux journalistes et au groupe des médias qui a été sanctionné, le groupe qui gère le temps, et s'insurge contre cette condamnation qui n'est pas de nature à rassurer le travail des médias, de la presse, demande au gouvernement d'arrêter les actes d'intimidation contre les citoyens et contre les journalistes. Il était important que nous puissions relever cela. Ceci dit, nous abordons le premier point qui est relatif au bilan de l'affaire de la Renaissance. Alors, ce bilan, le parti fera, les structures, les autorités du parti, le président exécutif et le secrétaire général du parti feront certainement un bilan au niveau des structures. Mais nous, le bilan que nous faisons, il s'attarde sur 2 éléments. Sur la grande mobilisation qui a eu lieu, donc c'est un bilan en direction des médias, et sur la rencontre que son Excellence le président Laurent Gbagbo a eue avec la jeunesse. Le 31 mars 2021, les juges de la CPI ont déclaré définitivement innocent le président Laurent Gbagbo après une longue procédure judiciaire de 10 ans. Certainement l'une des plus longues
dans l'annale de l'histoire des procès. Comme lui-même le dira, l'innocence de l'innocent a été reconnue le 31 mars 2021 par les juges de la CPI. Voici en résumé ce que le président a dit concernant cette affaire. Nous n'allons pas revenir sur les conditions dans lesquelles il est allé là-bas, à la CPI. Mais nous nous réjouissons de cette, la fête de cette libération et la fête de la Renaissance a tout un sens pour nous. Parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas, il était certainement le seul, plus le ministre Charles Goudet qui était enfermé, mais c'était toute la conscience nationale qui se trouvait à la CPI. C'est toute l'histoire de la lutte politique pour le respect et de la Constitution, et des lois, et de la démocratie qui se trouvait à la CPI. Parce que la question était très simple. Le président Laurent Gbagbo, à la suite d'un contentieux d'une élection, dit « j'ai gagné ». Son adversaire dit « j'ai gagné ». L'organe chargé de trancher l'affaire dit « M. Laurent Gbagbo, c'est vous qui avez gagné ». Voilà, dans un pays normal, il n'y a pas de problème. Le problème est réglé. On dit « non, c'est pas vrai ». Il dit « ok, recomptons les voix ». On dit « non, c'est pas possible, il faut lui envoyer des bombes ». On l'arrête et on l'envoie à la CPI. C'est pourquoi je parle de la conscience démocratique qui était en jeu. Donc l'affaire de la Renaissance, là, elle a tout un sens. C'est de remettre nos valeurs démocratiques dans le sens, à l'endroit. Parce que depuis un moment, on a voulu les mettre à l'envers. Et cela est très important pour nous. Et c'est pour cela que nous avons apprécié vraiment la mobilisation de nos compatriotes, de nos militants. Seuls les négateurs incurables des évidences peuvent dire le contraire. Ceux qui font semblant de dormir peuvent dire le contraire. Le monde entier a reconnu cette mobilisation exceptionnelle. Mais la note qui nous intéresse le plus et qui nous remarque la donne essentielle dans cette mobilisation, c'est la présence massive de la jeunesse. Parce que dans cette masse, dans cette foule immense, l'on pouvait remarquer, l'on pouvait relever que une grande partie de cette mobilisation était composée de jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans. C'est-à-dire des personnes qui étaient adolescentes lorsque le président Laurent Gbagbo était parti, avait été déporté. Pour nous, au PPAC, cela est très important et a un grand sens pour nous. Des personnes qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas vu à l'heure, et c'est cette foule de ces jeunes-là, moi, c'est pour nous, c'est une donne essentielle, elle est importante. Elle dénote une seule chose. La légitimité du président Laurent Gbagbo, la légitimité politique du président Laurent Gbagbo se transmet de génération en génération de façon inépuisable. C'était pour nous l'une des plus grandes satisfactions de cette fête. Surtout, on nous a souvent appelé des drogués du Gbagbo. Nous, on disait, bon, vous êtes des drogués du Gbagbo, vous êtes des addictifs du Gbagbo, vous ne raisonnez plus, vous êtes tellement omnibulés que vous ne raisonnez plus. Mais la mobilisation des jeunes, la jeunesse, de cette tranche d'âge-là, dit que dans la réalité, c'est le message de l'homme, c'est sa vision, c'est sa personnalité, c'est son combat que toute la Côte d'Ivoire a adopté. C'est vraiment le succès. Et ça, cela est important pour nous, cela est important pour notre parti, d'avoir un tel leader à la tête de notre parti avec une telle vision. Donc, forte mobilisation,
forte présence de la jeunesse, une médiatisation totale et large de cet événement. Et vous avez même vu, des personnes sont venues hors de la Côte d'Ivoire, on parlait de John Foudi, on disait c'est des amis, mais des jeunes sont venus du Burkina Faso, un peu partout, pour donner écho au panafricanisme prôné par le président Laurent Gbagbo, qui plus que jamais incarne aujourd'hui cette idéologie qu'on a toujours voulu implémenter, mais qui a toujours rencontré des obstacles à la fois internes et externes. Donc, grande mobilisation, satisfaction totale. Le 1er avril, c'était le tour des jeunes. Et là aussi, la réponse a été au-delà des attentes. Grande mobilisation de la jeunesse au Palais de la Culture, exercice inédit entre les échanges directs entre un leader politique et de la jeunesse, et des propositions généreuses qui ont été faites pour faisant partie de la vision du président Laurent Gbagbo pour la jeunesse. Sur ce point, nous avons vu des caricatures, des personnes, des esprits, je ne vais pas leur dire simples, mais enfin, qui ont réduit la théorie du président à une caricature. Ouais, ça me rappelle un peu, j'avais un ami quand on était au lycée, moi j'ai fait un bac scientifique, et un autre ami, il avait une peur bleue des mathématiques quand on était au collège. Et lorsqu'on devait faire les exponents, qu'on appelle les mathématiques exponentielles, les calculs exponentiels, on dit x exponentielle n. C'est-à-dire, on multiplie x par lui-même jusqu'à n fois. Et le professeur, quand il donne un exemple, il dit 3 exponentielle 9, c'est 3 fois 3, 3 fois jusqu'à 9 fois. Et donc, mon ami, comme lui, vraiment, il avait fermé son esprit aux mathématiques. Quand on donne les essais de devoir, quand on dit Katina, moi je comprends. Comment vous faites pour avoir des notes en mathématiques? Moi je comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il me dit, dans mathématiques, où était X dans ça là? Il n'y a pas X, il n'y a pas N. Et puis même, dans le cours, le professeur il a dit, c'est 3 exponentielle 9, mais dans le devoir, il n'y a pas 3, il n'y a pas 9. Moi je n'ai pas compris. C'est comme ça nos amis ont compris. Ils ont agi comme mon ami. C'est-à-dire, le président prend des exemples pour illustrer une théorie. Au lieu de regarder la théorie, ils prennent tout simplement l'exemple. Exactement comme mon ami, tant que ce que le professeur a écrit dans le cahier comme exemple, s'il ne retrouve pas ça sur son examen, lui, pour lui, il ne fait pas l'examen, il ne comprend pas ça du tout. Ce sont des situations, on en rit, mais ce sont des situations qui sont... C'est l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le président a dit? Pour qu'on comprenne cela. Il a dit que en ce qui concerne, par exemple, le 3e pont, on pouvait trouver un mécanisme de financement en faisant une taxe indirecte sur un certain nombre de produits pour éviter qu'on soit obligé de mettre un péage en pleine ville d'Abidjan. On le dit et on le répète. Les péages là, dans les villes, c'est quelque chose d'inédit, d'assez exceptionnel. Tous les pays qui utilisent les péages, en tout cas les pays sérieux qui utilisent les péages dans la ville,
c'est pour désengorger, généralement, le centre de la ville. Ce n'est jamais pour des raisons économiques. Le Conseil d'État en France a donné son accord pour qu'on mette un certain péage à l'entrée de Paris. Mais juste là, le gouvernement traîne à les faire. Parce que c'est extrêmement compliqué. Tous les péages que vous voyez, par exemple le péage sur le pont de Londres, ça a été fait uniquement dans l'intérêt de désengorger le centre de la ville de Londres. Mais nous, on fait nos péages à l'intérieur de la ville pour chercher l'argent avec. C'est là la différence. Et quand le président dit qu'on pouvait le faire, puisque nous étions en train de le faire, je vais vous donner le chronogramme de la mise en œuvre de ce pont-là, vous comprendrez que dans la réalité, c'est un projet qui date depuis 1996, sous le président Alikona Bédié, qui avait monté, lui, un mécanisme de financement, qui a été rompu avec le coup d'État de 1999. Et quand nous sommes revenus au pouvoir, après 2001, nous avons repris ce projet, auquel, parce que le projet initial n'avait pas prévu l'échangeur, le projet initial prévu par le président Alikona Bédié n'avait pas prévu l'échangeur de Marcory, le VGE. Quand nous l'avons repris, on a réintégré cet échangeur-là. Et dans les discussions que nous avons eues avec les partenaires extérieurs qui devaient participer, la société Socoprime qui a été créée, elle devait mobiliser les fonds auprès des bailleurs et l'État soutenait en arrière-plan la construction pour garantir les prêts qui auraient été contractés pour la construction de ce troisième pont. Et qu'est-ce que le président a pris? En 2009, il a pris une ordonnance pour mettre 20 francs sur le litre de carburant vendu en Côte d'Ivoire. Ce qui représentait en moyenne 20 milliards par an. 20 milliards par an. Ramenons au coût d'exploitation que nous avions voulu faire au coût, qui n'était pas en son temps de 200 et quelques milliards comme on l'a vu, on l'avait réduit à un niveau raisonnable. Ce coût permettait donc, au bout de 6 ans, 7 ans, d'amortir ce pont, à partir de la taxe indirecte que le président avait prévue. Je vais vous donner les différentes, pour que vous compreniez, les différentes étapes qui ont meublé je ne suis pas revenu sur l'étape de 1996 parce que bon, les issues étaient prévues, mais finalement elles n'ont pas abouti à cause du coup d'État. De 2001, 2003 et 2008, l'État ivoirien et la société concessionnaire Socoprime qui avait été créée ont réuni ce qu'on appelle la table ronde des bailleurs de fonds. En 2009, à la demande des prêteurs, le modèle financier a été redéfini. Et l'État de Côte d'Ivoire devait faire un octroi d'une subvention de 50 milliards de francs CFA, subvention d'investissement, et garantir la société concessionnaire, celle qui s'engageait vis-à-vis des partenaires par une sorte, par une garantie de l'État des recettes, du moins des fonds qui doivent être reversés, qui doivent être payés en termes de crédit. Et pour réunir ce fonds, comme je vous ai dit, le gouvernement a mis en place un taux de 20% du franc de litre. Et en 2010, quand on nous chassait, il y avait encore 40 milliards déjà sur ce compte-là. À supposer que le compte, même à supposer que ce pont nous ait coûté 120 milliards, au bout de 6 ans, nous aurions fini d'amortir les 120 milliards avec cela. Au contraire de ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une concession de 30 ans. Le pont est exploité par la société Socoprime pendant 30 ans. Et l'État subventionne. C'est-à-dire, lorsque
nous, ceux qui ont fait le droit savent que dans le contrat public, les contrats administratifs, les contrats publics, il y a ce qu'on appelle l'équilibre financier qui est obligatoire, c'est une clause obligatoire. Et chaque fois, l'État est obligé de subventionner, c'est-à-dire paye en plus de ce que les usagers payent, mais une subvention. Donc, c'est-à-dire les Ivoiriens payent 2 fois. L'usager paye le pont quand il s'en va. Et en tant que contribuable, les impôts qu'il paye servent à compléter l'exploitation, les comptes d'exploitation de la société Socoprime. Et l'État doit déjà à cette société. Il y a quelques 3 ou 4 ans, il était déjà plus de 85 milliards de dettes vis-à-vis de cette société. Socoprime. Donc, c'est pour éviter ça. Et dans son discours, le président a dit, je ne suis pas contre les péages. Il a même dit ça. Puisque moi-même, j'étais d'accord qu'on mette les 2 péages sur l'autoroute. Moi-même, j'étais d'accord. Mais il faut savoir où mettre les péages. Tout comme il a dit, je ne suis pas contre l'endettement. Comme quelqu'un a dit, bon, en multipliant les boîtes de sardines par tel nombre, on fait tel montant, il faut faire tel nombre d'années. Tu n'as pas compris grand-chose. La question fondamentale, c'est une approche. C'est 2 approches. Une approche ultra-libéraliste prônée par le gouvernement et une approche raisonnée et raisonnable prônée par le président Laurent Gbagbo pour atteindre le même objectif. C'est tout simple que ça. Tout le reste, la caricature, c'est pour noyer le poisson. Sinon, l'idée du président est généreuse et elle est juste. Et quand il parle de créer une banque de l'emploi, les autres disent on a un fonds. Mais nous, on avait déjà un fonds. On avait déjà un fonds. Mais c'est parce que l'expérience des fonds ont été désastreuses que le président pense à une banque. Et comme nous l'avons dit, tant que nous n'avons pas une maîtrise de nos secteurs bancaires, lorsque si l'État n'arrive pas à avoir un contrôle sur son secteur bancaire, toutes nos politiques en direction de nos jeunes, de l'auto-emploi, sont des politiques vaines. Sont des politiques vaines. Ça ne sert à rien chaque matin d'aller donner 36 000 francs chaque 3 mois pour dire que c'est des fins des filets sociaux. Il faut restructurer. Il faut reprendre. Et ce sont ces idées-là que le président Laurent Gbagbo essaie de le faire. Surtout que ce que lui propose là, eux-mêmes le font déjà dans certains endroits. Lorsqu'ils ont mis la taxe parafiscale sur le ciment et les matériaux de construction, pour, dit-on, financer la construction des logements sociaux. Ou bien c'est la boîte de Sadé qui les dérange. Ah oui, je comprends par exemple, parce que c'est qu'ils servent à leurs militants pour quand ils s'en vont à leur meeting. Sinon, entre mettre une taxe sur le ciment et le fer, et puis mettre une taxe sur la cigarette ou sur la boîte de sardines, bon, si vous envoyez la caricature à la boîte de sardines, c'est que vous avez certainement un problème avec la sardine. Et cela est d'autant plus important que nous sommes en train de rentrer dans une zone de turbulence. Et ce sera le second point sur les questions financières. La Côte d'Ivoire rentre dans une zone de turbulence économique et financière. Vous savez, l'économie, c'est très simple. On ne ment pas avec. Tu peux faire la propagande jusqu'à un certain moment, mais à un moment donné, la réalité te rattrape. Et ce sera le second point, la situation financière et économique préoccupante de la Côte d'Ivoire. Oui, elle est très préoccupante, la situation de la Côte d'Ivoire. Elle est même très préoccupante. Il ne faut pas qu'on se le cache. Je voudrais vous caricaturer comment fonctionne le FMI. Le FMI, là, lui, s'assoit chez lui, comme un médecin. Et c'est les malades qui viennent le voir.
Et il a des prescriptions pour chaque type de malade. Les comateux, il leur donne une prescription. Les malades chroniques, ils ont leur prescription. Et puis bon, il y a ceux qui ont vraiment une petite fièvre passagère là, ils ont leur prescription. Nous là, la prescription qu'on nous a donnée là, c'est la prescription des malades chroniques qui ne sont pas très loin de l'état comateux. Non, non, je vous l'ai dit. C'est vraiment, je vais pas, parce que quand nous parlons ici, on parle pour tout le monde, il faut schématiser pour que les gens comprennent. J'ai vu sur les grandes manchettes, ah oui, la Côte d'Ivoire ici, 3 000 milliards de choses, la Côte d'Ivoire ici, 3 milliards de choses. J'ai dit, vous savez ce que ça veut dire? Lorsque le FMI vient, il vient avec un programme. Parce que vous venez me voir, vous êtes malade. Je vous analyse et je vous prescris un médicament. Je vous dis, mais pour que je vous aide à guérir vous-même, il faut arrêter de manger le foutu. Il faut manger moins gras. Il faut faire... enfin, on te prescrit un certain nombre de choses. Et parfois, c'est douloureux. C'est douloureux. Parce que eux, ils vous prêtent de l'argent. Ce n'est pas une aide. Hein. Ils vous prêtent de l'argent pour vous aider à sortir de votre état maladif. Et pour vous dire pourquoi la propagande nous a... Je parle de la propagande. Il y a les deux mécanismes qui sont mis en œuvre dans le plan du gouvernement actuel. Ce qu'on appelle la facilité de crédit élargie. La facilité élargie de crédit. Qu'on appelle le FEC. Hein. Et le mécanisme élargi de crédit. On abrège justement les MED, M-E, médecin, hein, c'est pas loin. Hein. Les MED, M-E-D-C, c'est une abréviation de médecin. C'est fait pour les économies à faible revenu. C'est le remède pour les économies à faible revenu. Et quand vous lisez le communiqué de presse 23-110 publié le 15 mars 2023, vous comprenez qu'effectivement que de l'émergence promise en 2020, nous sommes restés dans l'état d'un pays pauvre à revenus faibles. Voici la réalité. Voici la réalité. Donc, on a fait du surplace. C'est-à-dire que dans la réalité, on nous a remis notre dette PPTE. Au lieu d'améliorer notre économie, on est resté, on a fait du surplace. Parce que dit le mécanisme? Ce qu'on demande, l'objectif de ces deux mécanismes. Renforcement de la mobilisation des recettes afin de préserver la stabilité macroéconomique et de créer des lignes budgétaires pour des dépenses sociales essentielles, la sécurité et les besoins d'investissement. Ça correspond exactement à ce qu'on appelait le document stratégique de réduction de la pauvreté dans le cadre du PPTE. Le programme PPTE est fini. Ça n'existe plus. Donc, on a créé un autre système, mais qui répond aux mêmes soucis. Aider les éternels malades. Le renforcement de la protection sociale pour les ménages vulnérables, lutte contre la pauvreté, l'amélioration de la gestion des finances publiques et de l'efficacité des investissements. C'est ce que le FMI dit. D'accord, je ne fais que lire le communiqué. La promotion d'une croissance menée par le secteur privé
et plus inclusive en créant de nouvelles opportunités d'emploi, y compris pour une importante population de la jeunesse. C'est-à-dire, de 2011 à 2023, on est revoir le FMI. Vous pouvez nous dire ce qu'on a promis aux Ivoiriens en 2011. C'est maintenant, on demande au FMI de nous aider à réaliser ça. Donc, le résultat de la mission du FMI montre les points suivants. Une faible mobilisation des recettes budgétaires. Nos données macroéconomiques sont instables. Elles sont instables. C'est-à-dire, les ratios sur le PIB, et je vais revenir là-dessus, les différents ratios d'éveil, qu'on appelle les ratios d'éveil des économies, ces ratios-là sont totalement sont dans des phases inquiétantes. Une déréglementation du système financier. Le système financier n'est pas... Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le PPAC qui le dit. C'est ce que dit la mission du FMI. On a même du mal à élaborer nos statistiques. Parce que le FMI trouve que nos statistiques qu'on donne là ne sont pas très claires. Ils n'ont pas tort. Parce que quand on gonfle certaines statistiques, pour avoir quelques ratios, ceux qui savent lire entre les lignes les trouvent. Hein. Alors, les deux mécanismes, pour que vous les compreniez, on va vous les résumer. C'est qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Le fait, c'est un mécanisme absurde, qui fournit des aides aux pays qui connaissent des difficultés prolongées de balance de paiement. Donc, c'est un guichet, donc, c'est un guichet d'un grand fonds qu'on appelle le fonds fiduciaire d'urgence du FMI. Et la FEC, c'est le principal outil dont dispose le FMI pour apporter un soutien à moyen terme aux pays à revenus faibles. C'est la même chose pour le mécanisme élargi de crédit. Donc, le remède, et je le répète, que le FMI donne à la Côte d'Ivoire, c'est le remède qu'on applique aux pays pauvres ou à revenus faibles. Et ils n'ont pas tort, parce que contrairement à ceux qui voient tous les clignotants, les feux, les clignotants sont verts, on peut leur accorder peut-être l'excuse des lunettes, mais non, il y a beaucoup d'inquiétudes. Je vais vous prendre, on va prendre quelques ratios pour que vous compreniez. Très souvent, quand on leur demande, on dit non, l'endettement en Côte d'Ivoire, c'est dans les proportions normales parce que la ration, c'est 70%, 70%, le PIB ratio dette sur PIB doit être de 70%. Nous sommes à 58%, 59%, c'est tenable. Mais ce n'est pas que ça. Je reprends pour caricaturer, c'est comme vous allez voir le médecin, il dit, oh, votre tension est bonne. Vous avez une très bonne tension. Mais attention, vous avez un cholestérol élevé. Tu caches le côté du cholestérol et puis tu dis, le médecin, moi je suis bien portant, hein, je suis bien portant parce que ma tension est bonne. Oui, mais quand le monsieur il prend le tableau, ton tableau, il regarde ta numération, la formule sanguine, et qui regarde ta température, qui regarde ton taux de cholestérol, et ainsi de suite. Si tu ne retiens que la partie positive, pour dire je suis bien portant parce que ma tension est bonne, et le reste là c'est pas bon, mon ami, tu vas mourir très bientôt. Pas d'hypertension,
Mais tu as tiré des molécules d'embolie pulmonaire à cause de ton cholestérol très élevé. Voici la réalité. Et les chiffres sont là. Voici comment progresse ce ratio-là. On va commencer par ce qui est leur satisfaction, avant de revenir sur ce qu'ils cachent aux Ivoiriens. Et que le FMI a révélé. En 2019, le ratio PIB, dette sur PIB était de 38,8%. En 2020, il a bondé à 47,8%. En 2021, il est passé à 51,7%. Et en 2022, il est passé à 53%. Cela nous fait une moyenne d'augmentation de la détérioration de ce rapport-là de l'ordre de en moins de 8%. Et vous allez comprendre pourquoi le FMI est venu au secours. Ça veut dire que quoi? Que dans 3 ans, tout au plus à l'orée 2020-25, nous allons dépasser les 70%, puisque nous progressons de 8% par an. Ce ratio-là, ratio de la dette sur le PIB, se détériore à raison de 8 points par an. Nous sommes à 52%. 8, si on ajoute l'année prochaine 8% là-dessus, on va passer à 60%. En 2024, à la fin de 2024, si on ajoute 8%, on est à 68%. Et puis en 2025, on est à 76%. Voilà pourquoi les FMI sont obligés de faire recours au FMI. En plus de ça, ce qui inquiète le FMI, nous tous d'ailleurs, c'est l'incapacité à mobiliser des ressources fiscales. Malgré l'énorme effort fait par les administrations fiscales, la Côte d'Ivoire a l'un des taux de mobilisation des recettes des plus faibles. À peine 12,5%. Là où on leur demande au moins 20%. Donc, en dehors du ratio PIB, dette sur PIB, qui est encore dans les normes, tous les autres ratios sont rouges. Et alors, vous comprendrez maintenant pourquoi il y a eu la crise de l'Internet. Nous voulons dire aux Ivoiriens que l'augmentation du coût de l'Internet n'est pas du fait des opérateurs économiques. C'est le gouvernement qui leur a demandé d'augmenter le coût de l'Internet. Je reprends, c'est le gouvernement qui leur a demandé d'augmenter le coût de l'Internet. Et on va vous expliquer pourquoi. D'abord, comment ils ont sont pris et pourquoi. Le 12 janvier 2023, ça coïncide avec le début des négociations entre le FMI, l'autorité de régulation, l'ART, a instruit les opérateurs économiques d'harmoniser, nous sommes dans un pays dit de libéral ou de liberté économique libérale, d'harmoniser le coût du mégaoctet, qui est l'unité de mesure donc, de l'Internet, et de le ramener à 0,8 francs CFA par unité. Or, aucune compagnie ne faisait plus que ça. Il y en a qui étaient à 0,5 pour 5 francs. Et depuis cette date, les compagnies ont traîné les pas, ne voulaient pas parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi. Elles n'ont pas de difficultés financières, économiques. Leurs résultats d'exploitation sont très bons. Mais d'où sort qu'on les oblige à augmenter leur chiffre d'affaires? Donc, certains opérateurs, je ne dirais pas les noms, qui facturaient, et tout d'ailleurs, hein, c'était cette fourchette-là, autour de 0,5 francs
le mégaoctet, on les oblige à facturer à 0,8 francs le mégaoctet. Et le 23 mars, l'autorité de régulation réunit les opérateurs et leur dit que s'ils ne font pas ça, ils vont être sanctionnés. On va leur mettre une amende de 6 milliards de francs CFA pour celui qui ne va pas s'appliquer cette mesure-là, d'augmenter le coût de mégaoctet. Donc, celui qui était à 0,5, qui passe à 0,8, ça fait une augmentation de 60%. Maintenant, ça, c'est comme ça ils se sont pris. Maintenant, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit non, non, c'est pour recouvrir la Côte d'Ivoire du G5. Tous les techniciens que nous avons interrogés sont avant la CAN. Ils disent, je vais faire ça avant la CAN. La CAN qui est en janvier, là. Tous les techniciens à la matière disent que ce n'est pas possible. Nous n'avons pas les dispositifs pour faire ça avant la CAN. Donc c'est faux. L'argument sur la CAN, c'est faux. Et puis je ne vois pas pourquoi on ne peut pas fonctionner sur le G4, le 4G. Si on peut fonctionner sur le 4G à la CAN. Le Cameroun a organisé sa CAN avec le 4G. Pourquoi pour nous, il faut absolument qu'on passe au 5G? C'est pas vrai du tout. Je vais vous expliquer, on va vous expliquer pourquoi ils font ça. La quasi-totalité, depuis 2011-2012, le souffre-douleur du gouvernement ivoirien en matière fiscale, ce sont les opérateurs économiques. La téléphonie rurale. La téléphonie. C'est un secteur en essor, en plein essor. Donc, dans une économie désarticulée, dont une bonne partie ne participe pas à l'effort national en ce qui concerne l'impôt, on ne peut pas prélever d'impôt là-dessus. On frappe toujours, l'État a tendance à frapper toujours à la même place. Et cette place, depuis 2012, c'est les télécommunications. Il y a au moins 5 taxes qui sont assises sur le chiffre d'affaires des téléphonies, des maisons téléphoniques. Donc, vous comprenez, comme ce sont des taxes assises sur le chiffre d'affaires, si j'augmente artificiellement mon chiffre d'affaires, j'augmente mes recettes fiscales. J'améliore mon ratio de pression fiscale, c'est-à-dire mon ratio de 12%, je peux me débrouiller pour l'amener à 13% ou 14%. Or, c'est ce que le FMI leur a demandé, qu'il faut qu'ils améliorent leur taux de recouvrement, le taux de pression fiscale qui est de 12% pour le porter au moins à 14%. Donc, c'est très simple. Et ils ont été malins. Hein? Vous avez deux solutions. Soit augmenter les taux, le taux nominal d'imposition. Par exemple, la TVA, de la porter à 18 à 20%. Les Ivoiriens seraient créés au scandale. Et les gens auraient compris que c'est eux, le gouvernement, qui augmente les impôts. Ou d'augmenter en tout cas tous les taux, les autres taux, des augmenter. Non. C'est un rapport. Je n'augmente pas le taux pour me cacher et je demande aux opérateurs économiques d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ça revient au même résultat. Mais moi, on ne me verra pas. C'est vous qu'on va voir. Je ne sais pas si vous avez compris, vous voyez le mécanisme. Pour ceux qui nous suivent, la TVA est de 18%. Si je veux augmenter mes recettes de TVA, j'ai deux choses. Soit je porte la TVA à 20%, ou alors je me débrouille pour augmenter le chiffre d'affaires, puisque c'est assis sur le chiffre d'affaires. Si j'augmente le chiffre d'affaires et que j'ai le même taux, mes recettes augmentent. Ce n'est rien d'autre que l'une des recommandations des FMI qu'ils ont voulu appliquer au secteur des téléphonies. Voici la réalité. Ce ne sont pas les opérateurs économiques qui se sont réunis pour dire, pour une fois,
il faut qu'on leur dise que ce n'est pas leur fait. C'est pourquoi vous avez vu que c'est le gouvernement qui est venu dire et suspendre. Chers amis, et ce ne sera pas la dernière des mesures, on vous a dit que nous sommes allés voir un médecin qui s'appelle le FMI. Il donne des médicaments très amers. Nous allons en boire beaucoup. Apprêtons-nous à en boire beaucoup. Et c'est l'échec des 10 dernières années de la politique ivoirienne. L'échec, c'est-à-dire la déperdition des acquis du PPTE obtenus de haute lutte par le président Laurent Gbagbo. Nous sommes en train de reconstituer, de revenir. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas. Bon, on appelle PPTE. Bon, je m'appelle Kone Katinan. Si demain je change mon état civil pour dire je m'appelle, c'est le même Kone Katinan. On n'appelle plus ça PPTE. Mais ils ont fait un mécanisme pour accompagner ces pays-là. Et le médecin qui s'appelle FMI, vous prescrit des conditionnalités drastiques. Ils ont essayé au niveau de la téléphonie, ça n'a pas marché. Ils vont chercher ailleurs. Puis c'est la condition pour bénéficier des fonds. Et chaque 3 mois, le FMI vient pour regarder si dans la lettre d'intention, parce que quand on veut bénéficier d'un programme, on envoie une lettre d'intention. Oui, moi je vais faire ça, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Le FMI regarde, oui, bon, est-ce que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Et quand on tombe sur un accord, c'est cet accord qui lie les deux parties. Et chaque 3 mois, le FMI va venir pour contrôler cet accord. Donc, s'ils n'ont pas pu augmenter, et on doit vraiment féliciter les Ivoiriens pour dire, vous comprenez une fois pourquoi la liberté, elle s'arrache toujours. Le droit, il s'arrache toujours. Il a fallu, et voilà, féliciter ces élus-là et toutes ces personnes qui se sont levées pour dénoncer, pour que les gens reviennent à la normale. Pour qu'ils viennent à la normale. Bon, maintenant, ils vont trouver la parade où? Donc, chers amis, voici l'état de notre économie. Nous allons tout droit dans le mur. Tous les ratios se dégradent. Nous sommes obligés de recourir donc au même mécanisme de lutte contre la pauvreté. Nous avons dilapidé tous les acquis du PPTE. Et nous sommes donc sur un plan d'ajustement du FMI. Mais c'est pas mal. Le président actuel, c'est lui qui nous avait fait, il était de ceux qui avaient fait le plan de 80. Lui-même va gérer pour lui maintenant. Chers amis, un pays, ce n'est pas le bling-bling. Un pays, c'est quelque chose de plus sérieux. Ça se construit étape par étape. Ça se construit solidement. Le bling-bling, ça relève de la propagande. La propagande sert un moment, mais elle ne peut pas être le fondement d'une politique, toute la politique d'un pays. Donc, de l'émergence promise en 2020, nous sommes tombés dans la pauvreté, dans la catégorie des pays pauvres, à faible revenu. Ce n'est pas le PPACI qui le dit, c'est le programme, c'est le remède prescrit par le FMI qui le révèle. Le dernier point, bon, comme je vous l'ai dit, on le fera de façon rapide, c'est le bilan, parce qu'on va revenir là-dessus, du dialogue politique. Vous savez, c'est une situation qui nous intéresse parce que les derniers événements qui ont eu lieu, notamment la procédure judiciaire contre notre secrétaire général, l'arrestation de nos camarades, la condamnation, la visite nocturne à Marie-Laurion Odette, chez elle à la maison, toutes ces persécutions-là nous ont amenés à regarder, mais qu'est-ce que nous sommes allés dire au dialogue politique?
Parce que l'objectif du dialogue politique, c'était de décrisper et de ramener le pays sur une voie où, effectivement, on pourrait exprimer nos libertés dans le sens de l'amélioration de la démocratie. Mais quand on révise ça, oui, le dialogue politique, il faut avoir le courage de dire, nous a permis d'avoir des avancées. Et je voudrais, au nom du parti, remercier sincèrement, même si ce n'est pas encore totalement fait, totalement parfait, il y a des choses à refaire là-dessus, mais elle, au moins, elle a essayé d'appliquer dans son ministère les résolutions du dialogue politique, la réintégration des fonctionnaires qui sont venus d'exil. Elle a réussi. Il y a encore, il y a des imperfections, mais c'était une des résolutions du dialogue politique. Mais au dialogue politique, lorsqu'on parlait des fonctionnaires, ce n'était pas seulement les fonctionnaires de l'administration centrale qu'on connaît. C'était les magistrats, c'était les policiers, à toi, tous ceux qui ont dû quitter leur poste et qui étaient en exil. Si au niveau de l'administration centrale, le ministère de la fonction publique, madame la ministre de la fonction publique, a fait des efforts énormes à se conformant aux résolutions du dialogue politique, mais le ministère de la Justice, des magistrats ont été radiés parce qu'ils étaient en exil. Mais il faut bien qu'ils retrouvent leur poste. Si on a pu réintégrer magistrat de 40 ans qui avait même disparu, on l'a fait revenir, on les salue pour cette marque de sympathie à l'égard de ce monsieur. Et le PPACI demande et continue à demander que les magistrats et tous les gens du corps judiciaire qui ont été sanctionnés puissent retrouver les postes. Ça fait partie, eux aussi, parce que dans l'accord tripartite signé par l'État de Côte d'Ivoire, les HCR et l'État qui accueille les États qui accueillent les réfugiés, il n'y a pas de distinction opérée entre les types de fonctionnaires. Donc, nous continuons de demander au ministre de l'Intérieur de réintégrer les policiers qui étaient en exil, qui sont revenus. Nous demandons au ministre de la Justice de réintégrer les magistrats qui étaient en exil, qui sont revenus. Ce sont les résolutions du dialogue politique. Autre point, c'est la question de l'amnistie du président Laurent Gbagbo. Même pas du président Laurent Gbagbo, la question de l'amnistie. Une des résolutions, c'était de prendre une loi d'amnistie pour corriger les injustices qui ont été faites à toutes les personnes qui ont été abusivement condamnées et privées de leurs droits civiques. Le chef de l'État a fait une grâce et nous sommes largement revenus là-dessus. Ce n'est pas ce que nous avons demandé. En tout cas, il nous faut trouver un mécanisme pour pouvoir corriger ces erreurs et permettre, comme l'a souhaité le dialogue politique, à ces personnes-là de revenir et de réintégrer une vie normale. C'est une des résolutions du dialogue politique. Maintenant, s'il y en a qui contestent ça, nous avons les documents du dialogue politique, on va les publier. Nous avons aussi remarqué que l'une des questions qui avait été relevée, c'est la question de la transhumance des électeurs. C'était une des résolutions du dialogue politique, il fallait mettre fin à cela. Trouver un mécanisme pour mettre fin à cela. Mais au dernier enrôlement, ce que nous avons vu là, on a l'impression que ça s'est même accru. Donc, il y a un certain nombre de points comme ça qui sont encore pendants et qui n'ont pas encore trouvé solution après un an du dialogue politique. Et comme le dialogue lui-même, il a failli parce que dedans, il y a une résolution qui disait qu'il fallait mettre un mécanisme, une structure d'évaluation des résolutions, la mise en œuvre des résolutions du dialogue politique. Cette structure n'a jamais été mise en place. Alors nous nous adressons tous au ministre de l'Intérieur qui était le pilote
C'est à lui de prendre ses responsabilités, qui était le pilote de ce dialogue, pour corriger ce qui reste à corriger. Sinon, ça ne sert à rien d'appeler les gens à aller à un dialogue, on finit, et puis on ne le met pas en application. Ce sont ces points-là qu'on va revenir là-dessus parce que la question est importante pour nous. Elle est importante pour nous. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, ah oui, un autre élément qu'il allait oublier sur la situation financière, rapidement. La Côte d'Ivoire a fait 2 fois des bons, a mis 2 fois des bons de trésor qui sont revenus et sans succès. Il y a un même qui cherchait 85 milliards, on lui a donné 3 milliards. Ce sont les 2 dernières opérations qui ont enregistré des succès. Mais pourquoi? C'est la conséquence directe de l'endettement. La Côte d'Ivoire ne peut plus avoir accès au marché des capitaux des eurobonds. Il ne peut plus. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le FMI nous donne ce mécanisme-là. Ce mécanisme-là, quand on se le donne, c'est-à-dire que ton état de maladie, ton état de santé est tel que tu n'as pas le droit d'aller sur le marché des capitaux. C'est comme si tu dis, bon, c'est la tuberculose, toi, il ne faut pas aller dans le public. Donc, l'État se rabat sur le marché local, c'est-à-dire le marché régional, en mettant des bons. Il se trouve que on n'est pas les seuls malades. On est nombreux à être malades, on se retrouve chez le même pharmacien. Ah, il dit, ben, dans ces conditions, moi, je vais augmenter le prix de mes médicaments. Donc, les opérateurs économiques, parce que non seulement la BCAO a augmenté donc, ses taux, son taux directeur, donc automatiquement, le taux de crédit augmente. Et les opérateurs disent, mais la Côte d'Ivoire, ces 2 premiers points, ils ont fait dire, on vous donne 5%. Les gens disent, enfin, c'est toi qui as des problèmes, c'est pas nous. Nous, c'est 6% au moins ou rien. Évidemment, la Côte d'Ivoire n'a pas le choix. Les derniers trucs ont dû, ça a eu du succès parce qu'ils ont été obligés de les rémunérer les taux à 6,45%, ce qui est déjà très élevé. Ce qui est déjà très élevé. Quand nous parlons de la question de la dette, il y a des gens qui pensent que c'est parce que nous sommes qu'on ne les aime pas, mais on n'a pas besoin de vous aimer. On parle d'une situation qui engage tout un pays. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'effectivement, nous sommes en train de nous inquiéter. Ce matin, j'étais en train de lire que le ministre de l'économie et des finances, actuellement, qui était à Washington il n'y a pas longtemps, mais il doit y être encore, demande qu'on trouve une solution pour éviter une crise de la dette. Le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, qui lance un cri de cœur. Mais c'est exactement ce que nous en disons tous les jours. Que vous êtes surendetté. En moins de 10 ans, vous avez reconstitué, vous avez multiplié le stock de la dette par 4. Le stock pour lequel on était déjà en PPTE. Vos recettes fiscales ne suivent pas. La mobilisation de vos ressources internes ne suivent pas. Donc, vous êtes obligé d'emprunter pour rembourser une dette. Et quand des chocs comme celui du moment arrivent, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas été prévoyant. Il faudra qu'on relise. On va leur demander de relire la fable de La Fontaine. La cigale et la fourmi. Quand on est imprévoyant en été, quand l'hiver arrive, on a du mal à se chauffer. Je vous remercie.
Ainsi présenté par le porte-parole de la CI, le ministre du 50 de la Côte pour la tribune 15 de la CI. Amis de la presse, j'ai été heureux de voir assez attentif parce que le sujet était important. On va maintenant procéder aux questions. Le ministre va faire fort de répondre pour ceux qui auraient besoin de précision. Je passe le micro, vous devez vous présenter votre média et vous poser la question. Oui. L'homme de nouvelle génération. La génération nouvelle, oui. Pour la question? Merci, Monsieur le ministre, pour votre présentation. Je suis Lamine Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle. J'aimerais commencer d'abord par vous féliciter pour la grande mobilisation et le succès de la fête de la Renaissance. Alors, la fête de la Renaissance au PPAC, la fête de la liberté au FPI. Est-ce que vous n'avez pas du mal à vous départir de l'héritage du FPI et que vous avez créé un lot de consolation? C'est ma première question. Et la deuxième question, elle est relative à la situation des fonctionnaires dont vous avez parlé de l'intégration. Monsieur le ministre, il y a une catégorie de personnes, ce sont les admis au concours professionnel, notamment au cours des collines section 2010. Ils sont nombreux, on parle couramment sur les réseaux sociaux et dans la presse. Et malheureusement, nous avons l'impression qu'ils n'ont pas d'oreilles attentives qui portent leur voix. Bonjour. Ah oui. De RFI. J'ai deux petites questions. Tout à l'heure, vous avez fait le bilan de la journée de la Renaissance et avec une forte mobilisation. Vous estimez à combien le nombre de personnes qui sont venues? Et ensuite, l'autre question, c'est sur le dialogue politique. Vous demandez la réintégration des magistrats et aussi des policiers qui sont revenus d'exil. Il y a combien de personnes qui sont concernées? Merci. Bonjour. Attendez, on est en train de dévier le mécanisme, c'est que c'est interactif. J'arrive. Merci beaucoup, M. Lamine, pour vos remerciements. C'est vraiment très gentil. Vous, au moins, vous avez vu la mobilisation. Alors, vous demandez si on a du mal à partir de notre héritage de FPI. Mais nous, on n'est plus FPI. On n'est plus FPI. On nous appelle PPACI. Et c'est qui a fait qu'on est devenu PPACI, là? C'est ce que nous célébrons. C'est-à-dire, dans l'absence du président Laurent Gbagbo, l'adversité était à la fois interne et externe. Les gens sont attelés pour lui arracher son parti. Donc, il n'est plus dans ce parti, c'est fini. Donc, nous revenons, et c'est tout le sens de la Renaissance. Renaître, c'est se donner une peau neuve. De se débarrasser de ce qui s'est pas du passé. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait une fête qu'on appelle la fête de la liberté que nous, on va se condamner à ne pas créer nos fêtes et de la Renaissance. Donc ce n'est pas un héritage. Dans nos traditions, on n'hérite pas des petits frères. C'est les petits frères qui héritent des grands frères. Vous comprenez? Voilà. Donc si quelqu'un doit hériter, c'est de nous. On doit hériter parce que c'est nous qui sommes les grands frères. Ah oui, pour les fonctionnaires qui ont été... Voyez-vous, cette question, je pense que les fonctionnaires n'ont pas été malins. Il faut qu'ils saisissent le Conseil d'État. Comme les autres fonctionnaires qui ont été faits, ils saisissent le Conseil d'État. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est même de l'abus inacceptable. Des gens ont passé le concours en 2010.
déclarés admis, qui a l'ENA, qui a la police, des gens étaient en formation. On est venu leur dire, on annule purement et simplement votre admission. On ne la reconnaît pas parce qu'elle a eu lieu sous le président Laurent Gbagbo. Franchement. Et sur ce point, merci de me donner l'occasion de parler de ces questions-là. D'ailleurs, ça nous donne l'idée, je voudrais rappeler à nos amis de la RTI qu'on leur a envoyé un courrier. Parce qu'on a le droit aussi d'aller exposer notre programme. Le RHDP a eu droit, le gouvernement en tout cas, a eu droit à une tribune où ils sont venus exposer leurs plans pour la jeunesse. Nous aussi, nous revendiquons. Nous l'avons écrit à la RTI, on attend la réponse. Nous aussi, on veut la tribune pour aller appliquer nos programmes aussi. Puisque c'est la même période, il y a eu cette compétition-là. Donc, c'était un rappel à la RTI pour dire que nous attendons le retour. C'est pas vous, c'est à la RTI. Voyez-vous, le problème de ce pays, c'est le respect de la loi. Et ce régime particulièrement a horreur de la loi. Quel est le fondement du rejet ou de l'annulation du concours des personnes qui étaient déjà admises en formation? Je voudrais que le monde entier comprenne ce qui s'est passé. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011. Il a été arrêté en tant que président de la République. Et d'ailleurs, c'est ce que diront les juges de la CPI. Que le président Laurent Gbagbo a agi en tant que président de la République. S'il n'avait pas agi contrairement à cela, il aurait manqué à ses obligations. C'est écrit noir sur blanc dans la décision de la CPI. Il agit en tant que président de la République parce qu'il avait l'onction du Conseil constitutionnel, qui lui a donné mandat légal d'agir au nom de l'État du Côte d'Ivoire, d'en être le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Le 14 avril, 3 jours après que le président a été déporté, arrêté, le chef de l'État actuel, le président Ouattara, prend une ordonnance. Pour moi, c'était la grosse erreur. En tout cas, ceux qui l'ont conseillé l'ont mal conseillé. Une ordonnance, le 14 avril, pour dire, cette ordonnance, elle est de 3 lignes. Hein. On ne reconnaît pas tous les actes du gouvernement, vu la Constitution, on ne reconnaît pas les actes de fait par le gouvernement, point. Et à partir de là, c'est aller en vrille, chacun après ce qu'il a voulu faire. Or, cette ordonnance pose un problème de légalité fondamentale. Et c'est à ce niveau-là que nous devons travailler. En Côte d'Ivoire, pour prendre une ordonnance, il y a des conditions qui doivent être remplies. Pour ceux qui nous écoutent, depuis Tipa, et qui ne comprennent pas, on va leur expliquer que la Constitution ivoirienne a prévu, on est dans un régime qui n'est pas un régime parlementaire. C'est un régime présidentiel, donc du même présidentialiste. Et la séparation du pouvoir est nette entre les secteurs qui relèvent de la compétence de l'exécutif et ceux qui relèvent de la compétence du législatif. Mais compte tenu du fait que nous sommes dans un régime présidentialiste, enfin, où c'est l'héritage de 1958, c'est ce qu'on appelle l'héritage du solitaire de Colomber les deux églises, comme ça on appelle de Gaulle d'ailleurs, ou de Raillet. Et là, la Constitution prévoit que dans des situations exceptionnelles, l'exécutif, le président qui est le détenteur du pouvoir exécutif, peut intervenir dans le domaine de la loi, c'est-à-dire de l'Assemblée du Parlement. Mais pour ça, il faut qu'il demande une autorisation au Parlement. Puisque je vais intervenir dans ton domaine,
je veux une autorisation. On appelle ça la loi d'habilitation. Donc, l'Assemblée s'est réunie, dit, bon, le président, vous nous avez demandé ça, on vous accorde dans un délai bien précis et ça porte sur des matières bien précises. Et c'est une loi, donc elle est votée par l'Assemblée. Le 14 avril 2011, qui était l'Assemblée nationale qui existait en Côte d'Ivoire? Quelle Assemblée nationale existait en Côte d'Ivoire? Donc, où le chef d'État a-t-il trouvé sa loi d'habilitation pour prendre une ordonnance? Elle est fausse. Cette ordonnance, elle est illégale, elle est fausse. Et au dialogue politique, on leur a dit ça. Se sentant coincés, ils nous ont répondu non. Et là, c'est la totale. Qu'ils ont pris cette ordonnance sous le couvert de l'article 48 de la Constitution. Oui, ça vous êtes fort, hein? L'article 48 qui donne les pouvoirs exceptionnels au président, qui donne certains pouvoirs, qui donne tous les pouvoirs au président, y compris les pouvoirs législatifs, en situation de crise, que c'est l'article 48 qu'ils ont appliqué. Mais on leur a répondu, mais c'est encore plus grave. Parce que pour appliquer l'article 48, les conditions sont encore plus graves que l'ordonnance, plus strictes. Le président doit absolument prendre l'avis motivé du président du Conseil constitutionnel. Il faut un avis du président du Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'il y a André était au Ghana, le 14 avril. L'Assemblée s'est réunie de plein droit. Il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Le chef de l'État fait une déclaration à la nationale, à la nation. C'est dans la Constitution, je suis en train de le citer comme ça. Il n'y a pas eu, en tout cas, on ne se souvient pas que le président Ouattara ait fait une déclaration à la nation. Donc, quel est le fondement de l'application de l'article 48? Ah, il dit non, 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 que c'est pas grave, hein. Que c'est pas grave, hein. La déclaration que le président Laurent Gbagbo a faite, la déclaration que le président Laurent Gbagbo a faite pour appliquer l'article 48 dans le cadre pour admettre le président Ouattara à être candidat, qui a eu lieu, je crois en 2005 ou 2000, je ne sais plus quand, que c'est cette déclaration-là, que le président Gbagbo n'avait pas fait une déclaration de clôture, donc pour eux, cette déclaration qui existe. On les regarde, oui. Dieu doit s'interroger si vraiment le droit constitutionnel existe. Non, c'est un pouvoir qui ne se prête pas. C'est un pouvoir qui ne se prête pas. C'est un pouvoir qui ne se prête pas. Donc c'est faux. Cette interprétation est encore même ridicule. Donc tout ce qui a été fait sur la base de cette ordonnance est illégal, anormal et doit être corrigé. Y compris les fonctionnaires, les agents de la RTI qui ont été renvoyés sans droit. Et qui sont presque des mourants. Ils sont morts. Ne faisons pas la politique avec la haine. Dans la réalité, ces personnes qui ont été chassées de leurs fonctions admises, c'est dans la haine qu'ils ont été chassées. Il n'y a aucun fondement de droit là-dessus. Et nous demandons de saisir le Conseil d'État là-dessus, sur ces cas-là. Moi, je suis dedans. Mais pour le moment, je négocie. Mais parce que pour ne pas les déranger. Mais si la négociation est bloquée, là, moi, je vais saisir le Conseil constitutionnel. Si ça ne marche pas, je m'en vais sur la Cour des droits de l'homme. Parce que moi aussi, je suis concerné. C'est pas normal. Le retrait des actes administratifs en Côte d'Ivoire correspond à une procédure aussi. Quand un acte administratif est pris, on ne l'annule pas un acte administratif comme ça. Surtout quand il a produit des effets. Ça aussi, on l'a appris à la faculté de droit. Alors,
le nombre de fonctionnaires qui sont concernés par cette situation, la mobilisation. Vous voulez nos chiffres? Moi, en tant que Koné Katina, je les estimé à plus de 3 millions. Voilà. Et où ça? Hein? Où ça, 3 millions? Vous dites? À Yopougon? Ah, je ne dis pas de Yopougon. De tout l'environnement, toute la mobilisation. La moitié d'Abidjan. Voilà. Ah non, c'est même pas la moitié d'Abidjan. Parce que les gars ne sont pas venus seulement d'Abidjan. Les gens ne sont pas venus seulement d'Abidjan. Voilà. Vous donnez les chiffres. Moi, je vous donne les chiffres. En ce qui me concerne, la mobilisation que j'ai vue, des organisateurs. Bon, voilà. Moi-même, j'ai minimisé. Moi-même, j'ai minimisé. J'ai été encore plus bas. Eux, voici les organisateurs qui sont là. Non, mais c'est sérieux. Il y a une mobilisation qui a dépassé nos attentes. Pour ceux qui connaissent Yopougon, entre la place qu'on appelle le stade Jesse Jackson et le Figaro, c'est au moins 2 km. Et en largeur, on peut prendre sur cette voie-là au moins 25 personnes sur la largeur. Nous étions, non seulement l'espace Figaro était déjà rempli, et la foule qui attendait, la queue se trouvait encore à Jesse Jackson, c'est plus de 2 km dans la cour. Et la cour même de Jesse Jackson était pleine. Non, il y a une forte mobilisation, nous n'exagérons pas. Maintenant, quels sont les fonctionnaires? Nous sommes en train de travailler sur ce dossier, parce qu'au niveau du PPACI, il y a des cas où des décès, et ainsi de suite. Nous voulons purifier nos fichiers, et pour vous le rendre public, les personnes qui sont concernées, que ce soit les magistrats et les policiers. Il y en a, ils sont nombreux, mais il y en a qui ont été frappés par l'âge de la retraite, soit qui sont décédés, ainsi de suite. Donc, nous voulons clarifier ce dossier et on vous dira le nom après, mais ça existe, puisque nous avons saisi le ministre de l'Intérieur à cette fin, en tant que pilote, et nous allons encore lui écrire en tant que parti politique pour lui demander ça. Oui. Bonjour, Pierre Donadieu de l'AFP. Oui. À Yopougon, Charles Blé Godet a été copieusement sifflé, enfin, le nom de Charles Blé Godet a été copieusement sifflé par les militants. Est-ce que c'est toujours un ami du PPACI, un ami de Laurent Gbagbo, ou un allié, ou pas? Ah oui, mais de temps en temps, en famille, on se chalite. Hein. Considérez que c'est des chalitements entre des cousins, peut-être qui ne comprennent pas beaucoup le comportement de d'autres cousins, donc qui se disent, bon, on va les chaliter un peu pour qu'ils se rendent compte que ça passe avec nous. Il faut comprendre ça comme ça. Voilà. Ok. Bonjour, monsieur le ministre. Vénan Saka, journaliste pour le quotidien L'Interne. Ok. Ma question, elle est assez simple. À Yopougon, il y a eu la présence, en plus du projet du MGC de Simone Gbagbo, qui célébrera les 30 et 31 avril prochains sa fête des libertés. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le PPACI soit? Si on nous invite, alors, on va être clair avec vous sur un certain nombre de choses. C'est des partis politiques. Et le RHDP, là, quand ils nous invitent, on s'en va. Donc, c'est des partis politiques autonomes qui sont libres, qui nous invitent, on ira. Ça, il n'y a pas de... Écoutez, tout à l'heure, quelqu'un parle d'héritage. On a soldé l'héritage, c'est soldé. Donc, vraiment, ils nous invitent, on ira. Comme on les a invités, ils sont venus, on ira. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Rassurez-vous. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Je suis Aya de La Voix Originale. Ok. Ma question concerne la fête de la Renaissance. Concernant la fête de la Renaissance, vous avez parlé tout à l'heure de présence massive de la jeunesse qui traduit parfaitement la légitimité politique du président Laurent Gbagbo qui se transmet de façon inépuisable. Ce sont vos mots. Oui. Cette fête était dédiée à la jeunesse depuis la fête militante jusqu'à la rencontre entre la jeunesse ivoirienne africaine et le président Laurent Gbagbo. Mais fort est de constater qu'à aucun moment, à aucune tribune, la jeunesse du PPACI, à travers son bureau exécutif national, n'a eu la parole, alors qu'elle était censée être au centre de cette fête.
est-ce qu'on peut dire, par exemple, que la jeunesse du PPACI n'avait rien à dire à cette fête? Ou bien, de quelque manière que ce soit, elle a été empêchée de s'exprimer? Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Comment peut-on empêcher nos propres enfants de parler? Vous étiez tous là-bas. Hein? Dans la réalité, le monde était tel que nous avons été obligés de réadapter à Yopougon le programme initial. Il y avait beaucoup de monde et les discours, à un moment donné, à cause du défilé, parce que vous étiez tous là, lorsque à un moment on s'est posé la question, fallait-il qu'on continue à les défiler ou fallait arrêter le défilé? Et on a vu de la bousculade, les gens voulaient forcément défiler. Le président Laurent Gbagbo a dit, bon, écoutez, faisons-le défiler. Et effectivement, cela a eu pour conséquence de perturber le programme et on devait finir, ne pas que la nuit tombe. Parce que j'avoue que c'est vrai, vous ne vous rendrez pas compte, quand nous sommes là-bas, à la place Ugayo, pour ceux qui ont des notions de sécurité, c'est extrêmement stressant. Parce qu'il y a des immeubles de l'autre côté de la route qui ouvrent directement sur la place. Sinon, si vous n'avez pas fait attention, mais très souvent, les gens se levaient pour regarder. Ceux qui ont une petite notion de sécurité savaient que c'était très dangereux. Donc, on voulait finir dans des temps rapidement. Donc, on a révisé le programme. Sinon, la présidente était prévue prendre la parole. La jeune était prévue prendre la parole. Mais on a réaménagé l'emploi du temps. Même le président exécutif qui devait parler n'a pratiquement pas parlé. Il a dû suivre quelques mots. Donc, voilà la raison. C'est la personne qu'on intéresse. Oui, même comme la présidente des femmes, qui aurait pu parler aussi, mais elle n'a pas pu parler. Parce que le message que nous sommes dit que les Ivoiriens attendaient à ce moment-là, c'était le message du président Laurent Gbagbo. Le donner à une heure tardive ou des risques, c'était un peu trop dangereux. Donc voilà, mais ça n'avait rien à voir avec un empêchement ou une restriction de parole. Pas du tout. Autre question? Oui? Vous êtes journaliste? Non, non, donc c'est pas une tribune. C'est pas le meeting du parti. Oh, oui. Merci, monsieur le porte-parole. Non, oh, oui. Récemment, nous avons appris la mise à l'écart, sinon, comme on appelle le représentant PPACI en France, a été, j'allais dire, limogé. Voilà. Selon nos sources, c'est parce que il a été, par exemple, c'est parce qu'il avait été, voilà, à une cérémonie de dédicace de votre ancienne camarade Annie Tchéli. Selon nos sources, qu'en est-il réellement? Pourquoi le représentant de PPACI en France a été licencié, limogé, pardon? Pour cas d'indiscipline, tout simplement. C'est un cas d'indiscipline, ce n'est pas forcément le reste à ça. Nous avons des règles internes. Quand les règles ne sont pas respectées, c'est un cas de discipline, tout simplement que ça. Donc c'était pour sa présence à cette cérémonie? Non, c'est un cas d'indiscipline. Il y a plusieurs cas comme ça. Voilà. Merci. Elle était là-bas aussi. Oh, oui. Donc, chers amis, je voudrais sur cette question qu'on soit clair. Notre parti se construit. On ne veut pas construire le parti dans les désordres. Moi-même qui vous parle, bien que nous occupons des fonctions d'inspecteur dans le parti, il y a des activités que lorsque on doit entreprendre, on demande toujours l'avis du supérieur hiérarchique. C'est écrit noir sur blanc dans nos textes. C'est écrit noir sur blanc. Si je dois participer à une manifestation qui me met en tant que militant du PPACI et convoqué escalité, je suis obligé d'informer ma supérieure hiérarchique.
C'est très important. Celui qui veut rester avec nous, il respecte la discipline du parti. Et ça vaut pour tout le monde dans les partis, des cadres, des hauts cadres aux plus petits militants. Parce que le président Laurent Gbagbo tient à ça, lui-même se soumet à cette discipline. Donc, il n'y a pas d'état d'âme. On l'a suspendu, quand il va finir la peine, il reviendra. Mais qu'est-ce que cela sert de leçon à tous les autres militants et militantes? La discipline, elle est la force d'une armée. Lorsque la discipline fout le camp, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'organisation. Il ne faut pas que nous soyons comme le RHDP, qui a horreur de la loi. Oui, ils ont horreur de la loi. Sinon, comment vous pouvez comprendre que le gardien de la Constitution lui-même est dans l'illégalité? Le président du Conseil constitutionnel a fini son mandat depuis plusieurs années, mais il est encore là. Sur quel est l'élément des droits? C'est-à-dire, comment on peut demander à quelqu'un, tu demandais j'aime bien cette expression-là. Tu cherches un berger pour garder ton troupeau et puis c'est l'hyène qui te déclare, moi je vais être ton berger. Ben, il va finir manger chaque matin, tu vas retrouver dans ta bergerie. On ne peut pas. Il faut que le président corrige. Ça ne fait pas bien pour l'État de Côte d'Ivoire. Nous n'avons rien contre le ministre, qui est un bon magistrat d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, c'est un très grand magistrat. Mais il ne peut pas accepter lui aussi de rester dans l'illégalité. Parce que tout cela, ça dénote du respect qu'on a vis-à-vis de notre Constitution. Et pour enchérir dans ce qu'on a dit tout à l'heure en ce qui concerne les jeunes, la jeunesse, vous avez vu que finalement, tous les jeunes qui étaient impliqués dans l'organisation de la fête, le 1er avril, le président a souhaité qu'ils montent sur le podium et ils étaient tous assis là pour être visibles. Vous avez vu voir la présidente de la Ligue des jeunes qui était également là. Donc c'était pour justement rattraper ce qui n'a pas pu être fait compte tenu de ce que nous avons dit à Yopougon. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, merci d'être venus. Nous vous remercions pour votre présence. Merci pour l'écho que vous ferez de cette tribune. Merci surtout pour la RTI qui était déplacée, pour l'AFP, pour RFI, et puis tous les journalistes qui êtes là, ceux qui sont réguliers comme nos amis de Génération Nouvelle, et tous les autres. Et nous avons dit, cette tribune, nous voulons qu'elle soit un espace d'échange sérieux. Vous voyez que nous ne fuyons pas les questions, nous répondons à toutes les questions. Nous demandons, même aux médias de l'opposition, de venir. C'est ce que nous voulons expérimenter dans ce pays-là, le débat. Le débat. Parce que nous, là, on n'a que ça à faire. Nous, là, on n'a pas l'argent pour acheter des armes. On n'est pas militants. Ce que Dieu nous a donné, c'est la tchatch. Et on en abuse. Et comme ça ne tue pas quelqu'un. Quand on nous appelle pour aller parler, là, nous, on est pressés, on va s'asseoir pour parler. Ça ne tue pas quelqu'un. Et comme nous avons dit, d'ailleurs, que nous réfléchissons vraiment au mécanisme. S'il ne faut pas aller vers les médias, on a émis l'idée, nous sommes en train de la restructurer. Moi, je serais ravi d'aller animer cette tribune-là au journal des Patriotes. Moi, ça ne me gêne pas du tout. D'ailleurs, on aimerait ça. Parce que nous sommes promoteurs de la démocratie. Et nous allons réussir parce que nous avons la détermination. Et donc, nous n'avons pas peur de la contradiction. Sinon, on ne ferait pas la démocratie. Nous n'avons pas peur de la contradiction. Il n'y a pas de démocratie sans contradiction. Donc, c'est une émission, c'est un espace qui vous appartient, c'est l'espace des journalistes. Ça a été voulu par le président Laurent Gbagbo pour que nous échangions sur tout. Aujourd'hui, on vous a dit que le pays va mal économiquement. Très mal. Comme ça, chacun tire les leçons. Et on espère que le gouvernement va tirer les leçons de nos propositions et pour faire avancer la cause de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour elle que le président Laurent Gbagbo se bat. C'est pour elle
que le PPACI a été créé, la cause de la Côte d'Ivoire, c'est pour elle que chaque deux jeudis, deux fois par mois, nous nous retrouvons ici pour parler non pas de nos problèmes individuels, mais de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ainsi s'est exprimé le PPACI au numéro 15 de la tribune à travers son porte-parole.